Eh bien, voilà. Eh bien, Gwendal et Procès. José, Ouais. je vous laisse la parole. Allez. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler de ce sujet-là, un peu pour deux raisons. À la fois parce que c'est un sujet qui me passionne et également parce qu'à la fin du coup de cette présentation, je serai en vacances. C'est une raison un petit peu plus personnelle, mais je préférais quand même la partager. Donc moi, je suis Gwendal, je dirige Actionnable depuis le début, il y a 6 ans maintenant. Et du coup, je suis venu avec Procès. Je vais te dire deux mots aussi. José, je suis senior manager machine learning ingénieur. Donc, j'ai fait un peu de data science, un peu de data ingé. Je suis chez Actionnable depuis 5 ans déjà. Et depuis 3 ans, on travaille avec Wendal, avec tous nos forces sur tout ce qui est IA responsable. Deux mots sur nous avant de démarrer. Donc, nous, on est un cabinet de conseil. Jusque-là, c'est pas forcément très rigolo, très spécifique. Notre spécialité, c'est d'être à la rencontre de la data et de l'IA d'un côté et du développement durable de l'autre. Et ça se matérialise en fait autour de deux grands enjeux. Comment on utilise les technologies sur des enjeux de transition et de durabilité, décarbonation, résilience climatique, sobriété énergétique, etc. Et on va dire l'autre revers de la même pièce, on va dire, ou l'autre face de la même pièce, c'est comment on utilise les technologies de manière un petit peu plus durable. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et donc concrètement, ce qu'on a prévu de vous partager aujourd'hui, c'est d'abord un peu de quoi on parle et pourquoi on l'a fait. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'une certification, d'une labellisation, de quoi on parle, et aussi un éclairage réglementaire, parce que vous verrez, ça, c'est quand même assez important dans ce contexte-là. Avant de vraiment rentrer entre guillemets, dans le vif du sujet avec Rossé, qui vous partagera un peu le détail à la fois de la certification processus IA LNE, alors chaque mot compte et on les décortiquera ensemble, et la labellisation IA responsable et de confiance, niveau avancé qu'on a obtenu à travers Labelia, et puis quelques conclusions et perspectives que je vous partagerai à la fin. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à nous interrompre, à les mettre dans le chat. Voilà, on voit le chat pour que ce soit le plus interactif possible. Du coup, si on démarre, un peu le contexte dans lequel ça s'inscrit, je ne vais pas m'appesantir sur pourquoi, à quoi ça sert l'IA en termes de performance des entreprises, etc. Là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est un sujet de comment. Et sur un sujet de comment, c'est bien l'IA, il y a d'énormes opportunités de réponses un peu utiles d'innovation, mais il y a aussi un certain nombre de risques qu'il faut mitiger. Et c'est pour ça qu'on voit, du coup, depuis maintenant 4-5 ans, émerger le concept d'IA de confiance, qui se matérialise en gros autour de 5, 6, 7 piliers, qui sont toujours un peu les mêmes, et pour lesquels les corpus fondateurs, ils sont notamment au niveau de l'Europe, et en France autour du rapport Villani. Donc, vous retrouvez des sujets autour du contrôle humain, de la robustesse des modèles, de l'éthique, de la diversité, de la non-discrimination, des responsabilités de traitement, etc. Et on voit que ça s'accélère et que ça prend un tournant, enfin qu'on passe d'une approche livre blanc, guidelines, questionnaire, voilà, qui était un peu ce qu'on avait il y a encore 2-3 ans, à un projet de réglementation qui est sorti le 21 avril de l'année dernière, et qui du coup a quand même un petit peu changé la donne, parce que maintenant on a une échéance, alors qu'elle n'est pas encore totalement définie, elle va un peu bouger, mais on sait que ça va arriver, avec du coup ce futur AI Act, qui est le projet de réglementation de l'IA de la communauté européenne, avec une volonté d'en faire un acte fort au sein de l'Union pour harmoniser du coup un peu les différentes pratiques. Et il y a une première question. Ouais. Pour les questions, est-ce qu'on peut t'interrompre? Oui, bien sûr. Ouais. On a une question de Nicolas. Tu la vois? Non, Alors, comment vois-tu l'impact de l'IA à haut risque? La présidence tchèque du Conseil de l'UE a publié le 19 octobre un nouveau texte de compromis sur l'AI Act, qui introduit l'évaluation du risque et la tarification en assurance vie et santé. C'est en effet tous les débats qu'il y a maintenant. On voit que sous présidence française, il y a eu un peu d'avancées, mais pas beaucoup. Donc il y a encore ce cheminement qui est en cours.
Et tout le jeu, c'est notamment, en fait, c'est un peu la diapo d'après, c'est de se dire qu'est-ce qui va tomber ou pas dans les à risque. Et donc, c'est vrai pour l'assurance. Et donc, du coup, les représentants et les lobbies, dans le bon sens du terme, hein, des différents secteurs sont à la manœuvre pour dire oui ou non, est-ce que ça doit être considéré par conception comme soit un secteur à risque et ou un cas d'usage à risque. Donc là, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. D'ailleurs, je fais un peu de promo sur l'événement qu'on co-organise Datacraft et Impactia le 15 décembre, où on aura ici au Sky, dans les locaux, la représentante de la CNIL qui s'occupe de ça, la représentante de la DGE, donc Direction Générale des Entreprises, qui est porte-parole de la France pour faire les discussions et les allers-retours avec Bruxelles, et qui, mieux que moi, du coup, pourront dire où on en est, sachant que le chemin réglementaire, il n'est pas encore achevé, quoi. Donc, salut Clément. Donc cette notion de risque, elle va être en effet très importante, voire même la notion d'IA. Il y a aussi des discussions un peu presque philosophiques sur la notion de l'IA. Dans le projet de règlement, si vous faites un if and else, vous êtes considéré comme de l'IA. Donc là encore, ça va un petit peu bouger. On va avoir des notions un petit peu plus restrictives. En tout cas, est-ce que c'est par apprentissage, etc., pour être un peu plus clair. C'est assez classique, il y a eu le même chemin pour le RGPD. Mais en tout cas, la tendance de fond, elle est lancée, et le principe de management par les risques, elle est actée et elle ne bougera pas. Après, c'est une notion de définition, bien sûr, qui va arriver. Juste une petite remarque. Ouais. Sur le slide d'avant, j'étais à la réunion RNE où vous avez été. Ouais. Voilà. Il y a un an. En novembre dernier. Donc j'avais vu passer ça. Et sur les risques inacceptables, il y a manipulation du comportement humain. Ouais. Mais si on prend des jeux qui seraient pilotés par des skieurs, évidemment, il y a une manipulation du comportement humain. Ça, c'est acceptable, parce qu'on est en quête d'un jeu. Donc, sauf que la définition, telle que c'est écrit, la définition, elle est très, très. Elle est large et elle est. Dans quel cas, on a le droit ou pas de manipuler le comportement humain. Là, on dit que c'est acceptable. En fait, dans un jeu, c'est évidemment, c'est fait pour. Oui, alors là-dessus, je pense que ce qui est, typiquement là-dessus, il y a aussi des discussions, notamment dans le domaine de la sécurité. Est-ce que c'est non grata? Est-ce que pour des cas un peu de force majeure, pour la lutte contre le terrorisme, etc., où du coup, on va être quand même sur on va être un peu border entre du 3 et du 4, il y a encore beaucoup de discussions. Ce qui était sous-entendu derrière, c'était un petit peu le fichage de masse, comme on peut voir en Chine, par exemple, tout ce qui est crédits sociaux. Et donc là-dessus, la Commission européenne a tendance à vouloir mettre une borne en disant ça, ce sera non grata en Europe. Donc, est-ce que quand on fait de la segmentation marketing et quand on essaie d'être dans le stimulus, on est dans la manipulation? Oui, on peut en discuter. Là, c'était surtout sur des impacts très forts au-delà du jeu, sur vraiment la vie des citoyens, sur est-ce que j'ai accès ou pas à tel service, à tel crédit, etc. Mais quand on lit le règlement, c'est pas bien clair le cas. Non, c'est sûr que le projet de règlement. Le projet de règlement, il doit encore suivre son chemin, mûrir, et ça va arriver. Et notamment, qu'est-ce qui est dans le 4 interdit et qu'est-ce qui est dans le 3 ou essayer d'être rétrogradé en 2, comme la question de Nicolas. Et donc, dans ce contexte, ce que nous, on observe, c'est que il est quand même important de se préparer et pas attendre 2024 ou 2025 que le règlement arrive. Avec un peu de logique, il y a mon stock d'intelligence artificielle que j'ai. Et nous, on a certains de nos clients qui ont 200, 300, 1000 modèles parce que certains modèles vont être déclinés par caisse régionale, etc. Et donc, du coup, si on attend 2024 pour mettre en conformité un stock existant qui peut être parfois hyper important, ça va être très chronophage et douloureux comme projet de mise en réglementation. Et par ailleurs, sur le flux, entre guillemets, de nouvelles IA, comment, un peu par conception, pour mes nouveaux projets que je démarre from scratch, j'essaie de, un peu par anticipation, mais déjà être sur les bonnes pratiques. Et donc là, ce qu'on a voulu schématiser dans cette diapo, c'est un peu le chemin à parcourir.
Et donc, nous, parce que notre cœur de métier, c'est d'être sur des sujets de confiance, de durabilité, d'être aussi dans la recherche de preuves opposables. C'est pour ça qu'en tant qu'entreprise, on s'est fait certifier B Corp, par exemple. On a voulu aussi être exemplaire sur nos process de création d'IA. Donc, on s'est dit, allez, chiche, on essaie d'être en haut à droite. Voilà. Et donc, on essaie d'être plutôt dans une approche opposable et opposable par des tiers de confiance, des certificateurs, des labellisateurs, derrière lesquels eux-mêmes peuvent être audités et qui garantissent du coup un certain niveau de transparence et aussi un niveau d'amélioration continue. On le verra avec, par exemple, les audits de suivi où on doit montrer et démontrer par la preuve que dans le temps, on garantit que nos IA restent de confiance à la fois pour les nouveaux projets ou pour les IA déjà en production. Et du coup, par rapport à un peu ce chemin, un des cœurs du sujet, c'est la notion de référentiel. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir un projet de réglementation européenne. Maintenant, comment on s'y prépare? Le règlement ne dit pas concrètement comment je m'y prépare. Donc, du coup, les réponses un peu opérationnelles, enfin, une des réponses opérationnelles, c'est la notion de référentiel. Et vous avez dans le projet de règlement la notion d'un peu de présomption de conformité. Si vous êtes conforme à un certificat ou demain une norme, comme ce qui est porté par l'AFNOR, et promo pour le fameux événement le 15 décembre, on aura aussi l'AFNOR qui présentera la stratégie de normalisation de la France, vous allez avoir une présomption de conformité. Et donc, ça, c'est un panorama alors, qui est d'ailleurs plus forcément totalement à jour sur la partie droite, sur le paysage normatif, mais qui, sur la partie de gauche, est plutôt à jour, où tout à gauche, vous avez les chartes et les labels volontaires, ont l'avantage d'exister, et pour certains, d'exister depuis longtemps. Nous, notamment, enfin, Arborus et Goudago, pour des raisons un peu différentes, on émet un peu certaines réserves. Arborus, qui est maintenant chez USIA, je trouve deux limites. C'est très limité aux aspects sociétaux, donc c'est pas exhaustif sur vos process IA. Si vous n'avez pas de données à caractère personnel, c'est quasiment inapplicable. Et par ailleurs, il y a le côté opposable et un peu discutable, parce qu'il n'y a pas forcément de tiers de confiance qui est derrière ce label-là. Goudago, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de recherches derrière, mais là encore, le côté opposable est un peu discutable. Parce que qui audite concrètement Goudago, qui était avant Adelia, c'est pas forcément très clair. C'est pour ça que nous, on aime bien du coup l'Abelia et LNE. Ouais, Nicolas, il y a une question? Dans ton tableau, a priori, l'AFNOR, c'est fin 2024. Oui. Voilà, je le mettrai, je le mettrai à jour, c'est ce que j'ai vu en effet. Oui, d'après Julien Chiaroni, mais parce que j'ai une réunion avec eux à l'Institut Montaigne. Après, ça reste peut-être à une ambition, mais en tout cas, il y avait vraiment une volonté affichée de la France d'y aller et d'avancer sur ce sujet-là. Et donc, c'est à voir. Ouais. Avec des discussions plutôt par cas d'usage, parce qu'une approche normative, elle est forcément dans la profondeur. Et donc, du coup, mécaniquement, elle prend plus de temps et généralement, elle s'attarde à être plutôt sur un cas d'usage en particulier, comme par exemple les dispositifs médicaux de santé, comme les véhicules autonomes, etc. Il va falloir être vraiment dans le détail de comment concrètement j'ai testé mon modèle avant de le mettre en production, c'était quoi mes données d'entraînement, mon dataset, etc. Et donc, l'avantage de l'Abelia et de LNE, c'est qu'ils sont déjà ils sont disponibles. C'est pas 2024, ils sont disponibles depuis 2021 ou tout début 2022 pour l'Abelia. Et deuxième avantage, c'est qu'ils sont plutôt complémentaires dans leur approche, on verra un peu par la suite, et qui sont assez opposables. L'Abelia, la structure, c'est un peu une sorte de bicorp de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui fait qu'on garantit quand même l'opposabilité des choses, et LNE est lui-même certificateur. Quand vous recevez certains colis en e-commerce chez vous voyez peut-être le petit logo LNE. Donc, il certifie aussi des cartons, il certifie tout un tas de choses. C'est une vieille boutique, hein, ça existe depuis plus de 100 ans. C'est un EPIC, donc c'est en partie étatique. Et du coup, c'est certifié au COFRAC, donc c'est le certificateur des certificateurs. Et donc, pourquoi on trouve qu'ils sont complémentaires, c'est que LNE, alors LNE, c'est un certificat, et c'est un certificat processus IA. C'est pas un certificat IA de confiance. Ça certifie du coup votre processus de conception
des IA, et on donnera bien sûr plus de détails par la suite, avec une approche très orientée risque. C'est le cœur de savoir-faire du LNE, et du coup, pour nous, c'est un peu une colonne vertébrale qui est intéressante à travailler. Mais comme c'est très processus IA, c'est très management process, donc très documentation, traçabilité, très cœur audit, il y a certains angles morts, et nous, on était dans les groupes de travail qui ont défini en fait ce référentiel avec le LNE. Il y avait aussi il y avait des grandes entreprises comme Michelin, comme Thales, Orange, etc. Et il y a eu un parti pris, c'était de trouver le plus petit dénominateur commun pour avoir une approche management process et de ne pas embarquer trop de cahiers des charges, notamment sur des aspects RSE. Et c'est là où on trouve que la Velia vient assez bien combler ce que moi j'appelle les angles morts de LNE, parce que c'est, je pense, le cœur du savoir-faire et de la promesse du coup de la Velia, ex-Sustra Foundation, et Clément qui est connecté en parlerait mieux que moi. Et ce qu'on trouve par ailleurs aussi très complémentaire, c'est que autant la LNE, la seule ressource que vous avez, c'est un PDF d'une 50aine de pages avec les exigences, donc c'est assez sec, autant la Velia, vous avez et le référentiel, et vous avez une boîte à outils. Donc, ça vous apporte aussi des éléments de réponse pour aller piocher. Donc, ça, c'est assez pratique. Ils organisent aussi des meet-ups, etc. Donc, nous, notre conviction, et c'est là-dessus qu'on a construit, du coup, un peu notre stratégie de certification pour nous-mêmes, et aussi, du coup, parce qu'on est une société de service pour le compte de nos clients, autour de ces deux labels certificats. Juste pour donner un exemple plus concret sur la différence entre LNE et la VLIA. Donc, par exemple, si on se fait certifier LNE, ils sont plus sur le quoi. Donc, si on est dans un algorithme de machine learning, ils vont demander de justifier, par exemple, la méthode de précision. Ça s'arrête là. Et la VLIA, ils vont challenger le comment. Donc, comment est-ce qu'on a justifié, quels sont les intervalles de confiance, etc. Donc, c'est assez complémentaire parce qu'il y a les quoi d'un côté et les comment de l'autre. Donc, c'est... Et nous, on l'a pris comme un sujet business. C'est peut-être ma casquette aussi d'entrepreneur, mais quand on s'est dit, bon, est-ce qu'on y va, à quel point on investit, on s'est dit, essayons de faire un peu le ROI. Et le ROI, on l'a construit un peu autour de ces leviers-là, en se disant, il y a sans doute des leviers d'efficacité opérationnelle à aller chercher. Certes, il y aura de la bureaucratie en plus, on en était conscient, mais il y aura aussi de l'efficacité opérationnelle. Pourquoi? Parce que derrière, il faut templatiser, il faut un peu normaliser, standardiser comment on construit nos IA. Et donc, on a construit des checklists, des textes à trous, donc on gagne du temps. Mitiger les risques, c'est aussi quelque chose qui se financiarise, dans lequel on peut mettre potentiellement des euros. On s'est dit que ça va faire du bien potentiellement aussi à la planète, avec peut-être un peu moins de carbone sur les IA, si on commence à un peu mieux mesurer l'empreinte carbone. Pareil sur la discrimination femmes-hommes, notamment sur les biais. On en a fait aussi un sujet un peu de fierté et de marque employeur. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise qui est certifiée, c'est aussi une marque de fabrique qu'on retrouve dans les carrières des gens en disant moi, j'ai travaillé dans des équipes qui étaient un peu à l'état de l'art en matière de processus. Et la confiance, c'est aussi quelque chose qui se monétise dans le business. À titre d'illustration, par exemple, nous, on commence à voir dans certains appels d'offres la certification serait un plus. La certification IA serait un plus. On l'a eu par exemple dans le nucléaire. Et donc, du coup, on sait qu'on a gagné des points. Donc, ce n'est pas encore un must-have. Et on espère que demain, ça deviendra un must-have, ça deviendra un standard marché. Donc, on voit que ça permet aussi de gagner des points sur les appels d'offres. On a certains de nos clients, par exemple, qui commencent à le faire. Ils le font aussi pour l'inscrire dans leur stratégie RSE et de reporting extra-financier. Quand je dis, voilà, je suis très engagé à titre sociétal, je m'appelle Arkea, je suis une entreprise, je suis en train de devenir une entreprise à mission, je vais me faire certifier, je ne sais pas quoi, à un moment, comment ça se traduit aussi dans mes algos, quoi. Et pour éviter d'avoir une déconnexion, une prise de parole un peu au niveau et le concret. Ça, c'est un peu les leviers business. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, rien qu'autour de ça, on peut déjà construire un business case et pas juste le faire pour la mise en conformité. J'ai une question pour la certification. Il faut que l'ensemble des algorithmes utilisés soient tous audités. Alors, c'est une très très bonne question et ça me permet de faire une parfaite transition pour la partie d'après. C'est en effet la première étape en fait dans le processus de certification. C'est un peu l'étape 0 qui est la définition du périmètre.
Et donc, nous, en l'occurrence, on a fait certifier notre méthodologie, qui est la même qu'on déploie sur toutes nos solutions, toutes les solutions qu'on construit. Et donc, en fonction de ta taille, en termes de nombre de projets, de nombre de chiffre d'affaires, etc., ils définissent le nombre d'échantillons sur lesquels ils vont vouloir regarder les preuves. Par contre, ils ne certifient que le processus. Ils ne vont pas certifier un produit, ils vont certifier le processus. Et donc, nous, en l'occurrence, deux projets, deux projets un peu significatifs. C'était un échantillon qu'ils ont jugé représentatif. Ils nous ont audité spécifiquement là-dessus. Je vais rentrer un peu plus dans les détails juste après. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte sur l'historique de nous pour se certifier, avant de rentrer dans les détails des NE et la VLIA. Donc, on a commencé en début 2020. On a créé une première version de notre méthode d'IA de confiance, que à l'époque s'appelait Responsible ML, Machine Learning. Et ensuite, à partir du dernier trimestre 2020, c'est Gwendal et notre équipe on a participé au groupe de travail de création du référentiel LNE. Donc, nous, on a participé avec notre expertise à ça, avec 12 ateliers et une revue publique. Et ensuite, entre septembre et novembre 2021, on s'est fait certifier parce que 2 mois à l'avance, la version définitive du référentiel LNE était publiée. Donc ça, c'est en 2021. Et comme Gwendal l'a dit, la VLIA a sorti son référentiel aussi, la VLIA en décembre 2021. Et du coup, nous, on a tout de suite voulu se faire aussi, entre guillemets, auditer, et on a eu le label avancé en janvier de cette année. Et je vais rentrer aussi dans les détails, mais pour LNE, ce n'est pas une seule certification, mais c'est une première étape avec ça en 2021. Et pour 3 années de suite, ils vont venir chez nous pendant une journée pour vérifier qu'on respecte toujours la méthode et que le retour qui sont faits, on les a modifiés et améliorés. Du coup, pour se faire certifier LNE, comment ça se passe? Donc, on a fait un petit graphique comme 5 étapes. Donc, effectivement, il y a d'abord faire le dossier de la demande. Il n'est pas simple parce que dans les dossiers, il faut dire, déjà expliquer quelle est la méthode de celui qui fait la demande, sur quelle est la maturité du projet ou de la méthode qu'on veut se certifier. Donc, pour être plus précis, dans le référentiel LNE, il y a 4 étapes. Il y a la conception, développement, évaluation et le MCO, le maintien en condition opérationnelle, qui est la mise en prod et aussi le suivi et le monitoring. Et du coup, dans la demande, on va dire, monsieur LNE, on veut se faire certifier que sur les 3 premiers ou que sur le tour. Donc, nous, on a décidé de se certifier sur tous les cycles de vie. Et ça, après, c'est écrit sur ton certificat. C'est-à-dire que ça borne ton certificat. Si tu as décidé de te certifier que sur 3-4, sur 3 des 4 étapes, tu auras, entre guillemets, une certification avec réserve. Enfin, ce sera bien marqué. Et dans l'idée, à terme, la législation, elle est censée d'avoir des processus IA qui sont relativement certifiés et tout ça. Alors, en fait, le fait d'être certifié, c'est une présomption de conformité. Ouais. Et donc, du coup, avec ça, tu apportes la preuve, à la fois avant et après, que tu respectes. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Hein. Tu peux aussi avoir tes propres, mais par contre, le rendre, tes propres process, mais qui ne soient pas certifiés. Par contre, pour garantir la conformité, tu n'es pas sûr. D'accord. Juste un truc que je ne vais pas comprendre. Ça, c'est pour une entreprise soit certifier son processus de création d'IA. Ouais. C'est une méthode. Vous, c'est pas ça. Certifié. Hein. Donc, Ah non, nous, on n'est pas certifié, non. Non, nous, le certifieur, c'est le LNE. Nous, on n'est pas certifié. Vous faites des audits. Nous, on développe. Vous accompagnez des entreprises qui veulent se faire certifier. Alors, on fait à la fois des slides où on accompagne les entreprises qui veulent se faire certifier, mais on fait aussi et surtout beaucoup de code Python où on développe tout ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est fait nous-mêmes certifier. Vu qu'on s'était fait certifier, en fait, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'aiderait pas les entreprises à se faire certifier? Et justement, dans cette demande d'applicabilité,
on appelle comme ça. Il y a en présente un méthode et aussi des preuves, et donc deux projets dans lesquels on a appliqué cette méthodologie. Et donc, c'est là où on a présenté deux projets. Et on envoie ça à l'UNE, ils vont analyser parce qu'ils demandent plein de petits détails. Donc, pour information, je pense que c'était un document de 30 pages pour pouvoir être accepté. Et s'ils s'acceptent, et du coup, ils vont, comment dire, ils vont faire un retour dans lequel on doit envoyer encore plus de documentation. Donc, ça, c'est l'étape 3. En fait, c'est juste pour s'assurer qu'on puisse rentrer dans la certification. C'est pas qu'on se fait bouler en fait. Parce que normalement, il y a le certifieur, on va dire, il va regarder la documentation, il va dire, oui, je pense que vous êtes prêt à l'audit sur site ou pas. Si on passe cette étape 3, il y a l'étape 4 qui est l'audit. Et donc, pendant 5 jours, il y a des auditeurs qui vont venir sur site. Ils vont réaliser des audits en parallèle. Donc, il y a une partie qui est concentrée sur la partie processus. Donc, par exemple, le manager ou le lead qui explique quelle est la méthode, comment on fait pour la respecter, la communication, des preuves, etc. Et il y a une partie de audit technique dans laquelle il y a vraiment de data scientists et data ingénieurs qui viennent, qui vont regarder la documentation, les codes, ils vont poser des questions. C'est plus technique. Donc, et tout ça, c'est fait sur 5 jours. Et lors de la fin de cette période, ils vont donner un retour qui est quelles sont les non-conformités. Et du coup, il y a deux types de non-conformités. Une non-conformité mineure, c'est quelque chose qu'on n'a pas respecté, on va dire, du référentiel, mais qui n'est pas bloquant pour une certification. Donc, c'est une non-conformité mineure. Et la majeure, c'est s'il y a une non-conformité majeure, ça veut dire que vous n'êtes pas certifié. Donc, et par exemple, une non-conformité majeure, ça pourrait être le fait de ne pas faire une analyse des risques et des mitigations liées à l'utilisation d'un produit d'IA. Donc, par exemple, si je m'appelle Tesla, le fait de ne pas faire des vérifications que une destruction automatisée des voitures ne va pas tuer une personne. Donc, et une fois qu'on a eu ça, il faut attendre encore quelques semaines pour que les auditeurs se fassent eux-mêmes auditer à l'LNE pour qu'ils voient que son évaluation elle est correcte. Et à la fin, ils vont fournir un certificat pour dire voilà, vous êtes certifié avec vos points forts, avec vos axes d'amélioration, etc. Je pense que l'étape 3 et 4, c'est pareil, réalisation de l'audit de certification initiale. Non, du coup, c'était étape 1 et étape 2. Donc, pour l'étape 3, il y a l'auditeur qui vont lire la documentation, mais ils ne viennent pas sur site. On envoie la documentation, eux, ils vont la lire. Potentiellement, on fait des calls pour qu'ils posent des questions. Et une fois qu'on a validé l'étape 3, ils vont venir sur site pendant une semaine. Voilà. Ouais. Et ils veulent voir les personnes qui sont derrière les algos, quoi. Vous ne pouvez pas sous-traiter à quelqu'un. Voilà. Et les choses qu'ils voient, c'est en fait, ils vont prendre leur référentiel. Donc, dans chaque étape, là, on a les 4, il y a des exigences, et ils vont aller exigence par exigence et poser des questions. Donc, par exemple, si on est dans la partie conception et on a la partie réglementaire, donc on explique comment on fait pour respecter la réglementation, et du coup, il faut qu'il y ait la documentation ou une méthode formalisée qu'on explique. Et ensuite, ils vont dire comment vous savez appliquer ça sur le projet dont vous savez utiliser la documentation. Et il faut aller à échange de mails, documentation, compte rendu. En fait, ils vont vraiment tout analyser. Et si je dois faire juste un résumé de ces 4 étapes, en plus du cycle de vie classique d'IA, donc créer un modèle, faire de la conception, il y a l'analyse des risques, il y a la communication, parce que quand on parle d'un modèle qui va être mis en production, eux, ils préconisent depuis le début du projet de définir les règles de communication. Qu'est-ce qu'on fait suite à une mise à jour du modèle de machine learning? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur? Donc, comment est-ce qu'on informe nos clients, aux utilisateurs? Il y a la partie communication et surtout la partie formalisation et documentation de
tout le processus. Il y a des choses, juste une petite anecdote, il y a des choses qui semblent évidentes et qui ne sont pas documentées. Par exemple, pourquoi vous avez choisi l'accuracy comme métrique pour. Alors, on dit, bah, c'était évident, c'était la seule qui était machin. Bah ouais, mais il fallait l'écrire. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de traçabilité, d'expliquer pourquoi on a exclu telle ou telle variable, etc. Et d'expliquer, en fait, pas de formaliser et d'expliquer tout pour que tout soit explicable, traçable. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que ce n'est pas une obligation. Donc, par exemple, il y a une exigence dans le LNE qui parle de l'explicabilité. Donc, explicabilité, il y a l'explication de cette exigence. Mais eux, ils ne s'obligent pas d'appliquer l'explicabilité, mais de dire pourquoi on l'applique ou pas. Donc, on pourrait dire ça, c'est un cas d'usage dans lequel on ne traite pas de données personnelles. Donc, si dans la documentation, on écrit il n'y a pas d'explicabilité parce qu'il y a des raisons, pour eux, c'est bon et c'est validé. Donc, c'est très process plus que la façon de le faire. Donc, il y a une question, je pense. Dernière fois. En fait, il va aussi par exemple dans ton cahier des charges. Attends, Fabien, on répond à. Si dans ton cahier des charges, ton client entre guillemets, interne, enfin, l'utilisateur, il te dit, moi, je m'en fous de l'explicabilité, je veux juste de la perte. Voilà. Je veux juste que tu me trouves des charges, que tu me trouves le meilleur pricing, etc. Mais je m'en fous de l'explicabilité et tu l'as documenté, c'est bon, tu coches la case LNE. Versus une approche plus labellière où sur le fond, tu dois peut-être être explicable by design. Là, le LNE ne te le demande pas. Il te demande juste d'avoir documenté ton exigence. Est-ce que tu as bien posé la question d'explicable oui, non? Et même si la réponse est non, et qu'après, tu n'as pas mis en place de mécanique d'explicabilité, tu seras quand même en conformité. Et la notion d'explicabilité, elle n'est pas inhérente avec la notion de responsabilité, de la confiance. Elle n'est pas considérée du tout comme inhérente. En fait, tout dépend du type d'application et des cas d'usage. Certains cas d'usage où il n'y a pas forcément besoin d'être explicable. Hein. Dans les secteurs industriels, même parfois dans le secteur publicitaire, etc., tu n'as pas forcément besoin d'être totalement explicable. Tu cherches de la perf. Fabien, désolé, Fabien. on te laisse le micro. Non, c'est moi qui n'avais pas entendu la question dans la salle, désolé. Non, du coup, pour fixer les idées, en fait, j'ai deux questions. Une documentation, une fois qu'elle est finie là, sur un process clé à l'épure, ça représente quoi en fait en volume? Et du coup, comment est-ce que vous l'avez matérialisé? C'était un wiki, c'était quelque chose, ou un vrai doc papier, j'allais dire, doc, etc. Premier point. Et le deuxième point, est-ce que tout ça, en fait, ça pousse au final à avoir l'équivalent d'équipes séparées en fait de gestion de risque de modèle type ce qui est demandé en fait dans les banques aux États-Unis en fait, les CR11-7 là. Alors il y avait deux questions. Sur la première, nous on est très fans d'Atlassian et de Confluence parce que pour la gestion de la documentation, parce que ça permet de quand même gérer le versionning, d'avoir un début de workflow de validation, etc. Donc, nous, on utilise ça. C'est en gros l'équivalent d'un wiki. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est vivant. Et donc, concrètement, on a les validations. On a bien sûr des liens vers des fichiers externes. Hein, quand il y a, je sais pas, parfois un Word pour une spec parce qu'il fallait la partager avec quelqu'un du business qui ne pouvait pas se connecter au Confluence, ça, c'est pas grave. Mais voilà, ça, c'est nous un peu notre colonne vertébrale. Et donc, on a templétisé ce qu'il faut, du coup, dans ce Confluence-là. En termes de volume, c'est difficile à dire, mais on a, je sais pas, peut-être cinquantaine de pages ou un truc comme ça. Et après, en termes de profondeur de page, je sais pas, chaque page, c'est encore une fois, c'est très variable parce qu'en plus, il y a assez souvent des documents externes. Mais forcément, c'est un peu verbeux. Ouais. Et la deuxième question, est-ce que ça demande d'avoir des équipes externes en charge du risque? Ce qu'on voit dans les services financiers, c'est que, alors je ne connais pas spécifiquement le fonctionnement aux US, mais ça vient un peu compléter les approches type MRM ou gestion des risques, donc modèle risk management, ou gestion des risques projet qui existent déjà, mais qui en revanche ont quelques angles morts sur des sujets très cœur IA, quoi. Souvent, les
les contrôles applicables dans les banques, ça s'est construit sur des méthodes un peu statistiques classiques, mais sur tout ce qui va être réentraînement, etc., il y a possiblement un peu des gaps. Donc, du coup, pour être sûr d'être un peu en conformité avec le Future AI Act, il faut aller compléter ces méthodes existantes, quoi. Je posais la question parce que il y avait une présentation d'une personne de Wells Fargo l'autre jour qui expliquait que du coup, en fait, dans des grandes banques donc comme Wells Fargo aux États-Unis, le ratio en fait des équipes c'était de l'ordre de 1/3 en fait, qui était dédié en fait à cette partie de gestion de risque de modèle au sens large derrière. D'accord. C'est pour ça que ça m'interpellait en fait cette partie-ci. Ouais. Bah ouais, 1/3, c'est beaucoup. Ouais. C'est sûr qu'à date, nous, dans ce qu'on observe, il n'y a pas 1/3 des personnes qui sont en charge de ça. Et justement, ça fait qu'il y a un certain nombre de gaps. Mais Ouais. Merci. Pardon. Et donc, pour la toute première question que vous avez répondu de Confluence, donc, du coup, on s'est fait certifier sur notre méthode qu'on appelle ADM, Actionable Delivery Method pour l'IA des confiances. Et du coup, elle a 5 étapes, à différence de 4 étapes de LNE, parce qu'on l'a créé avant que le LNE soit publié. Et du coup, nous, ça va du cadrage et étude de faisabilité jusqu'au déploiement et les opérations et maintenance. Et si vous voyez comme ça, vous pouvez me dire, beaucoup trop c'est, mais là, il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce qui change? En fait, c'est déjà le fait qu'on a créé un espèce de template où il y a des étapes qui sont claires, bien définies. Et à l'intérieur de chaque étape, il y a des sous-sections ou des sections qu'il faut penser et respecter. Donc, par exemple, si on parle du cadrage et puis des faisabilités, il y a ce qu'on appelle les contraintes contractuelles. Donc, en gros, un document dans lequel on doit écrire qu'est-ce qu'il faut faire et respecter. Donc, quelle est la performance cible. Si on doit respecter le RGPD ou d'autres référentiels. Par exemple, pour la banque, eux, ils sont très ACPR, Banque de France, donc ils peuvent considérer ça. S'il y a la mise en production, est-ce qu'il y aura le réfléchissement des données, à quelle fréquence, etc., etc. Et du coup, Juste, t'en es à l'étude de cadrage et l'étude de faisabilité. ouais. Alors souvent, parfois, c'est un peu overkill. Et là, tu me dis que tu dois décrire la performance de ton modèle. Enfin, ça a l'air d'être un peu antinomique avec ce que tu C'est fais pour ça que actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, quand tu commences un projet d'IA, tu n'as à peu près aucune idée de la performance. Enfin, tu n'as pas beaucoup d'idée de la performance. c'est un bon point. et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce modèle-là? Nos clients aussi, nous, on fait des audits de d'autres projets avec nos clients. Ils nous disent c'est overkill pour un POC, par exemple, mais il y a la notion d'itération. Donc, dans cette notion de contractuel, on pourrait bien dire, et donc documenter, comme le LNE le recommande, nous sommes dans une étape de POC, et du coup, il n'y a pas de maîtrise des performances. On est en mode best effort, et du coup, l'objectif est et donc ça permet au moins de faire le cadrage du POC, donc on passe moins de temps que si c'était un projet où il y a la mise en production, mais au moins c'est documenté. On passe la partie POC, on fait la conception scientifique et un premier modèle, donc on va jusqu'à la partie 3, et on dit en fait, ça ne va pas marcher, donc on s'arrête. Donc on a gagné du temps. Par contre, si on dit, oui, ça va marcher, il faut qu'on refasse peut-être un nouveau cadrage. Donc cette fois-ci, ce n'est pas best effort, mais c'est peut-être telle performance, telle condition, et du coup, on refait la boucle. Et ça paraît compliqué, mais dans un vrai projet, ça fait gagner du temps parce que les règles du jeu sont claires, tout est bien documenté. Et on a ici la partie qu'on appelle tour de contrôle ou go-no-go. En fait, c'est les conditions pour faire passer d'une étape à une autre. Et donc, par exemple, si on est entre 3 et 4, je peux dire, je ne passe pas au déploiement tant que je n'ai pas respecté, je sais pas, la performance ou les conditions qu'on a définies au début dans la partie cadrage. Et pour faciliter comment dire, la formalisation de la documentation,
nous avons, on va dire, créé un template de documentation. Donc, on ne le voit pas bien ici, mais c'est le graphique qui est en bas à droite. Donc, dans Confluence, on a créé chaque étape avec les sections et les sous-sections. Donc, on a le tout. Et quand on fait un projet, on commence à remplir page par page. Donc, si c'est un POC, on ne va pas tout remplir, il y a juste le minimum nécessaire. Si c'est un algo où il y a la mise en production, il y a des monitoring, des feedbacks, etc. Donc, on sera obligé de faire tout parce que c'est un projet qui est assez complexe. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même trouver un peu le compromis, quoi, entre j'ai besoin d'agilité parce que je suis juste en phase exploratoire, je ne sais même pas si ça va marcher, et donc il faut que je me concentre sur mon code. Et par contre, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a parfois des projets qui sont du coup un peu mal nés à cause de ça, et qui du coup arrivent, ah c'est cool, on a trouvé, et puis après on a dit, ouais, mais là tu t'es concentré sur l'accuracy, la robustesse, tu y as pensé, et au fait l'explicabilité, et en fait du coup, on est obligé de faire machine arrière et voire même parfois de tuer un peu des projets parce qu'ils ont été mal conçus. Chez notre client, on avait des Du coup, POC. Nicolas pose la question de l'évolution de l'organisation de projet, de la gouvernance. C'est tout le jeu. Nous, on a cette documentation qui est une colonne vertébrale. Et après, il faut, c'est une des réponses. On n'a pas la prétention à ce que ce soit la seule, mais il faut l'adapter aux organisations, à la fois en termes de standards de documentation, parce que très souvent, surtout dans les grosses organisations, il y a des coupures. Il y a le lab, les data scientists qui font un peu ce qu'ils veulent, et puis après, ils passent un peu le bébé, ils passent le notebook à la DSI, et entre-temps, la doc, elle se perd un peu. Je schématise, mais c'est quand même un peu souvent ça. Et donc, oui, ça implique outils, process, orga, gouvernance, d'avoir des choses un petit peu plus lean, ouais. Et plateformes aussi. Ouais. Et du coup, pour nous, tout ce qui est gouvernance, tout ça, c'est la partie, on va dire, l'étape 0, qui est la partie paiement. Donc, c'est plus notre côté consulting, parce qu'on a l'habitude de travailler avec des projets, qui est aussi un prérequis à la méthode. Et du coup, ça, c'est un rapide bilan de l'audit. Donc, nos points forts, c'était que voilà, on s'était bien préparé. Donc, on va vous montrer combien de jours on a passé pour faire ça. Et on a même formalisé et documenté des rétrospectives des fins des projets, donc dans une logique d'amélioration continue. Et le LNE, quand ils viennent en détail, ils vont même demander comment est-ce qu'on fait pour choisir les personnes dans nos équipes. Donc, on a dû montrer la méthode d'embauche et tout. Donc, là, ils ont mis les entretiens techniques standardisés. Donc, c'est aussi un bon point qui sont bien appréciés. Et ensuite, c'était tout ce qui est template. Donc, les templates Confluence et les templates qu'on a en Word, PPT et Excel. On a aussi eu des axes d'amélioration, évidemment. Donc, nous, il y a une question. Entretien et ou test pratique. En fait, c'est les deux. Donc, quand c'est un entretien technique, on fait vraiment, si c'est pour un data scientist, par exemple, selon les grades, on a un Jupyter Notebook dans lequel on a un test à faire passer. Donc, et ensuite, le candidat, il faut qu'il explique ce qu'il a fait et on pose quelques questions. Et donc, on a parlé de la tour des contrôles. Ce qu'on a fait, c'est par projet. Eux, ils nous ont dit de l'automatiser par différents projets parce qu'il y a un an, on n'avait pas la vision de l'ensemble des projets, comment ça se passe, c'est quoi l'avancement. Et il fallait qu'on formalise aussi les analyses d'impact et les communications aux clients, justifier et documenter les choix techniques. Et voilà, donc ça c'était, on va dire, les axes d'amélioration principaux, mais c'était des non-conformités mineures, donc, ce qui nous a permis quand même d'être certifié. Et donc voilà, donc ça c'est le résumé. Et normalement. C'était par exemple, votre non-séparation de données, de jeux de données, qu'est-ce que automatiser systématiquement les séparations des jeux de données, qu'est-ce que ça signifie? Vous mélangiez des jeux de données dans un. En fait, c'est parce que, je ne sais pas si ici
En fait, c'est un des projets qu'on a présenté pour l'audit. Ouais. Donc, eux, ils voulaient qu'on soit encore plus clair et précis sur la technique de comment est-ce qu'on fait la sélection et séparation des données. Ok. Pourquoi? Parce que c'était pas une base de données classique, mais c'était des données temporelles qu'il fallait diviser pour ensuite faire des tests et des entraînements. Et du coup, eux, ils voulaient qu'on soit vraiment très clair sur la méthode pour pas qu'il y ait des erreurs, on va dire. C'est bien d'expliquer, bah oui, typiquement, train et test, comment tu le sépares. Et encore une fois, on en revient souvent à la notion de documentation, c'est comment tu expliques comment tu as choisi tes jeux de données, quoi. Ok. Et du coup, là, vos deux clients ont accepté d'ouvrir leurs algos, leurs data, ce qu'ils comptaient faire, jusqu'où ils étaient prêts à aller dans une technique pour. Je sais pas, j'ai plusieurs des projets, mais pour C'est Alliance et Etifinance. une prédiction, voilà, jusqu'où ils étaient prêts à aller, Bah, c'est- dans l'analyse des clients ou des risques. Ouais, après, c'est un cadre qui est très strict, hein, c'est très, très encadré en termes de quelles données tu donnes à ton certificateur. Donc, généralement, ça pose pas de problème, sachant que eux-mêmes, c'est deux entreprises des services financiers qui sont aussi très souvent auditées. Et nous, dans nos accords, on prévoit toujours des droits d'audit, enfin, d'ailleurs, dans les deux sens. Les clients veulent pouvoir nous auditer, nous, et nous, on explique que si on est audité, on veut pouvoir mettre à disposition des auditeurs. Non, ça n'a pas posé de problème. Ils sont même contents parce qu'au final, ils disent bah, je vais être audité, donc si l'auditeur trouve des non-conformités, vous allez les corriger, quoi. Oui, mais d'un autre côté, ils peuvent aussi, tu peux avoir des fuites de code. Ouais, c'est- On utilise telle méthode et on sait que, par exemple, notre concurrent le plus proche, on avait débouché ses data scientists à l'époque, on savait qu'ils ne font pas ça. On fait ça, on a remarqué que ça marchait mieux que les autres méthodes. À partir du moment où tu diffuses Oui. ce genre d'informations, Oui, mais enfin, dans le monde de l'audit et de la certification, c'est toujours comme ça. Quand ils veulent avoir des preuves, ils sont obligés d'avoir des documents. Donc, Clément a une question. Oui, Clément. Ah, c'est Clément qui nous sollicite. Ah, bonjour à tous, c'est peut-être plus une précision par rapport à ce dernier point, puisque du coup, j'ai participé à l'audit d'Actionnable du côté certificateur. Donc, en fait, sur ces aspects de propriété intellectuelle et notamment de code, il y a beaucoup de choses qui se font par partage d'écran, finalement. Typiquement, quand on a du code à voir ou des bases de données à voir, c'est les équipes d'Actionnable qui nous partageaient leur écran et qui nous expliquaient ce qu'ils avaient fait. Mais si vous voulez, on n'a pas, à aucun moment pendant l'audit, on a enregistré du code ou gardé du code, nous, de notre côté, du côté LNE. Donc, effectivement, on a une vue pendant l'audit sur quel est le code qui a été produit par Actionnable, mais on n'en garde aucune trace. Et puis, clairement, je peux vous dire qu'un an après, je me souviens plus du tout du code que j'ai vu chez Actionnable. Enfin, c'est pas moi, c'est l'autre auditeur qui a audité la partie code, mais je peux vous dire qu'il se souvient plus du tout de ce qu'il a vu il y a un an. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des documents, des procédures, des politiques qui nous sont partagées et dont effectivement, là, on peut les lire en amont de l'audit pour se préparer. Mais tout ce qui est vraiment qui touche à la propriété intellectuelle de l'entreprise auditée, c'est depuis les PC de l'entreprise qu'on nous montre et qu'on nous explique, mais à aucun moment ça se retrouve sur nos PC à nous, quoi. Je vois qu'on est un peu presque. la douloureuse, enfin, l'investissement qu'on a passé. Ouais. Donc, en résumé, on a passé en préparation, pendant et après l'audit 100 jours de travail. Donc, on va dire 3 ou 4 personnes, 5 ou 6 selon la séquence de temps. Donc, on a passé 100 jours. Et voilà, parce que avant l'audit, il fallait comprendre le référentiel, choisir le projet, mettre notre méthode en conformité, parce qu'il y avait plusieurs points qu'il fallait qu'on améliore, qu'on prépare les dossiers. Donc, avec Clément, on embêtait tous les 3 semaines, je pense. Et pendant l'audit, il faut que, côté actionnable, on était, je pense que 3 ou 4 personnes pendant une semaine disponibles à l'audit. Donc, ça fait aussi on va dire des jours de travail. Et après l'audit, donc, on a le rapport d'audit qu'il faut qu'on remplisse et qu'on dise sur les non-conformités, donc mineures pour nous, quel est le plan de travail pour que ce soit plus non-conformité. Donc, il fallait expliquer qu'est-ce qu'on allait faire, par exemple, sur la notion de séparation de données, quelles étaient les stratégies appliquées
pour qu'on n'ait plus cette non-conformité mineure. Donc, le gros de l'investissement, il n'est pas tant que ça. Les 18K, c'est pour payer le LNE. Donc, je crois que de mémoire, c'est 10K pour l'audit initial et 4K pour les audits de suivi, quand ils reviennent tous les ans. Mais c'est pas ça, quand même, la plus grosse débourse. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est si on financiarise l'échangeur de travail, ça coûte un peu plus que 18 000. Donc, il faut accepter d'y passer du temps. Nous, on est très contents de l'avoir fait et clairement, on a un ROI. Mais voilà, il faut être conscient que ça prend un peu de temps. C'est une demi-année ou pas? Comment? C'est une demi-année. Oui, alors c'était ventilé sur pas mal de personnes. Oui, bien sûr, mais Mais en ça- effet, ouais. On a été à fond pendant 2-3 mois. On est vraiment full time. Ouais. Et après, là, nous, chez des clients qui sont de taille plus importante, ça prend plus de temps. Surtout quand il y a quand il y a un peu de stock à convertir. Donc, c'est la dernière slide concernant le LNE. Est-ce que vous avez des questions? Quel est le profil type de l'auditeur? Employé LNE ou externe? Suit-il lui-même? Je n'ai pas vu la fin. Alors, Je laisse peut-être Clément répondre à cette C'est question. vrai que Clément pourra répondre. Suit-il lui-même une formation certifiante par le LNE? Ouais, je vais me permettre de répondre et je vous mets la caméra, comme ça vous voyez aussi mon visage. Alors en fait, pour les audits LNE, on fonctionne en binôme. Il y a 2 auditeurs. Il y a un auditeur qui a un profil d'auditeur organisationnel ou process. Donc c'est typiquement mon cas. Donc pour référence, moi j'ai des formations d'auditeurs en 9001, en 27001 notamment. Donc 27001, c'est sur la gestion de la sécurité informatique dans les entreprises. Donc j'ai un background d'auditeur organisationnel. Voilà, et tous les auditeurs avec ce profil-là, il faut qu'ils aient validé un background d'audit organisationnel. Et après, l'autre profil, c'est un profil beaucoup plus expert qui, lui, est expert en IA et en machine learning. Et là, pour le coup, ça se valide. Nous, on le valide en interne. On a des équipes qui sont spécialisées. On a un département qui est spécialisé au LNE dans l'évaluation de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est des personnes de cette équipe-là qu'on prend en tant qu'experts pour nous accompagner en audit. Donc, effectivement, oui, il y a ces 2 profils types-là. Aujourd'hui, c'est que des employés LNE. C'est pas impossible que dans le futur, on fasse appel à des externes comme on fait pour d'autres certifications. Mais aujourd'hui, on garde pour l'instant cette compétence en interne. Et puis, du coup, on n'a pas de formation certifiante, mais par contre, on a un process de qualification en interne au LNE pour les 2 profils. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon. Ouais, complètement, merci. Alors peut-être du coup sur la Bélia, on va passer peut-être rapidement du coup parce que Ouais. on a un bout déjà. Ouais. Peut-être du coup juste on peut aller rapidement aux perspectives. Attends, qu'est-ce qu'il y avait de... Alors nous, la Bélia, ce qui était un peu particulier, c'est qu'on l'a fait juste à la suite du LNE. Donc du coup, au final, on a eu assez peu de choses à mettre à jour. Je crois que de mémoire, on a passé sur la diapo d'après une vingtaine de jours. 15. Ouais, donc voilà, 15 jours pour du coup juste upgrader par rapport au référentiel, notamment sur certains aspects de biais de consommation énergétique, d'aspect pur RSE. Voilà. Et donc on a upgradé plus que le LNE, nous pour la préparation de la mise en conformité LNE, c'était vraiment le premier gros morceau. Et du coup, peut-être en perspective, si tu vas du coup à ce qu'on voulait un peu vous partager, hop. C'est, en tout cas, nous, comment on prend le sujet, c'est de continuer à rester en veille réglementaire, veille techno. Donc, comment va arriver l'AI Act dans les services régulés comme les services financiers, le nucléaire, un peu tous les secteurs où il y a un peu de risque. Il y a aussi des réglementations qui vont être un peu spécifiques. Ajuster, du coup, les outils et continuer à former, quoi. Donc, nous, on a maintenant intégré dans, par exemple, le processus d'intégration de nos nouvelles recrues. Systématiquement, on les tamponne, entre guillemets, il y a de confiance, on leur explique un peu notre méthode. Et on voit que ce sujet de la formation, de la culturation, il est clé aussi dans les grandes entreprises. Et puis, je ne pouvais pas finir
sans vous faire un petit peu de promo, pour le Save the Date de Datacraft et d'Impactia. Moi, je suis administrateur d'Impactia. Très bel événement, donc marqué d'une croix blanche dans votre agenda. Le 15 décembre, ce sera ici. Et ce sera top. On a, voilà, comme je disais, un très beau line-up avec à la fois des institutionnels, le LNE, la Belia, l'AFNOR, des entreprises qui vont expliquer ce qu'elles font, IDEMIA, et puis l'après-midi, sous la houlette de Mr. Xavier, des ateliers pratiques sur les biais pour faire un peu un deep dive dans le code, sur quelle librairie, comment on l'utilise, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va s'arracher comme des petits pains. Donc du coup… Le même matin, et si je n'ai pas la ligne, c'est Nicolas, c'est EIOPA sur la gouvernance. Ouais, les IOPA, c'est le régulateur des assureurs et ils font également le même jour un événement sur le sujet. Donc, c'est l'actualité. Il va falloir choisir. Les grands esprits se rencontrent. Hein. Ouais. Et si une semaine avant, il y a la deuxième session du LNE. Exactement. Il y a confiance. Ouais. Je l'ai noté, le 6 décembre, un truc comme ça. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions que vous n'auriez pas encore posées, auxquelles on pourrait essayer de répondre? Si, j'en ai une. Est-ce que vous faites des audits automatiques de code? Alors, Parce que pour l'instant, ça reste purement, disons, enfin vous ou le LNE, ça reste purement de la lecture humaine, quoi. on est alors, automatique non, mais on est en train de muscler un peu cette partie-là et de compléter ce qu'on fait dans quand on accompagne les entreprises vers la certification ou la labellisation avec des audits de code automatiques. C'est très compliqué. Ouais, qu'est-ce que tu peux automatiser dans le code? C'est quoi? C'est un respect de convention genre P8 ou c'est Ah non, c'est bah, tu vois ce que je fais là-dessus. Tu rentres tu peux rentrer dans le code et extraire des informations du code qui peuvent te savoir, je ne sais pas, combien ils ont fait des classes, quels sont les paramètres qui sont utilisés, quels sont les tableaux. Nous, ce qu'on est en train de réfléchir et on a commencé, c'est surtout donc il y a les axes, on va dire des confiance, donc robustesse, sécurité, et essayer de faire un code qui fait des hacker ou voir la robustesse de cet axe-là. Donc c'est pas vraiment du code, mais c'est plus technique qu'un audit, on va dire. Et après, nous, notre métier, il fait, enfin, un peu par définition, on est face à des environnements applicatifs ou d'infrastructures qui sont souvent très hétérogènes, quoi. Donc, de productiser ça, il y a des startups ou des éditeurs qui sont positionnés là-dessus, mais nous, ce n'est pas notre métier. D'autres questions avant de raccrocher? Est-ce qu'il y a des entreprises qui veulent se lancer dans plus on est fou, plus on rit? Donc, il y a la Maïf qui est labellisée. Je crois qu'il y a une deuxième entreprise qui est certifiée. J'ai vu ça dans l'annonce je ne sais pas si Clément, tu peux confirmer, mais j'ai vu en tout cas dans l'annonce du forum qu'il y avait 2 entreprises. Je peux confirmer, effectivement. Après, le certificat n'est pas encore publié. Il le sera probablement demain. Donc, Ah, ok. Voilà, nous, on sait qu'il y a d'autres entreprises qui sont en train de s'y préparer, notamment dans les services financiers. Donc, on est convaincu que plus il y aura d'entreprises qui joueront le jeu, et plus ça deviendra des standards marchés, mieux ce sera, parce qu'on aura des preuves opposables, un peu de confiance. Du coup, j'ai envie de poser la question à Fabien et à Koya. Est-ce que vous, Fabien, côté Massif, c'est des choses que vous regardez ou pas encore? Oui, c'est des choses qu'on regarde, en tout cas on s'y intéresse en fait sur cette partie-ci. Après, c'est toujours dur de jauger le niveau de maturité qui est nécessaire pour ces différents sujets, puisqu'on est en train de se structurer en fait. Donc c'est un peu l'œuf et la poule. On prend en compte en fait les recommandations pour poser les bonnes bases, qui soient saines pour ce qu'on veut faire. Maintenant, est-ce qu'on a justement des cas qui sont avérés, travaillés, etc., où on a la documentation du process et la documentation de l'application du process dans des cas particuliers? Bon, voilà, il faut encore qu'on travaille sur cette partie-là. Mais oui, ça nous intéresse et en tout cas, la démarche nous plaît. Et Chloélia, côté
Oui, alors du coup, ouais, côté Française des Jeux, donc au sein de la direction data et intelligence artificielle qui fédère un peu, on va dire, tous les data scientists de l'entreprise, il y a clairement, il y a un petit noyau qui est vraiment préoccupé par ces sujets depuis 1 an de manière assez sérieuse. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de lancer le mouvement, mais on y travaille fort. Donc voilà, en tout cas, ce sont des choses que l'on envisage. Et puis, par exemple, pour la Béliard, on a déjà testé plusieurs fois leur outil qui est mis à disposition sur le site. Enfin, voilà, on commence à créer des petits, on va dire. C'est bien. C'est bien. Ouais. Et du coup, Arnaud, et vous, côté Arnaud, côté qui, tu as des infos là-dessus ou pas? Alors, je sais qu'on est dans une démarche de label IA, donc on est en train de se faire évaluer sur label IA. Donc, on est dans cette démarche-là, oui. Je pense qu'on est aussi dans une démarche pour devenir une Bicorp et devenir une entreprise à mission. Donc, oui, complètement. On est avec du retard par rapport à vous, mais dans cette démarche-là. Ok. Bon, ben, tu vois, ça a déjà fait des tirs. Ouais. Non, mais tant mieux, plus il y aura d'entreprises, d'organisations dans le mouvement, mieux ce sera. Top. Ben, merci beaucoup, Gwenda et José. Merci, Marie. J'espère que ça vous a tous plu et que vous avez appris plein de choses. Merci beaucoup d'avoir participé à distance ou en présentiel. Et puis, effectivement, on rappelle mercredi d'une pierre blanche le 15 décembre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.